enfin une émission que je vais dédicacer à ma femme, voilà, et à toute la partie de l'audience qui lui ressemble par rapport à l'intelligence artificielle. Et oui, oui, parce que ma femme, en fait, elle a un peu peur de cette vague de l'intelligence artificielle, mais elle ne sait pas exactement de quoi vraiment elle a peur, et surtout, si elle a raison d'avoir peur, ou en tout cas d'être prudente, bref, qu'elle aurait raison de résister, notamment en tant que croyante. Donc cette émission est dédicacée à tous ceux et celles qui se retrouvent dans le portrait de ma femme. L'intelligence artificielle, on a quand même posé à un moment donné une définition, hein, c'est un domaine de l'informatique qui développe des systèmes capables d'effectuer des tâches qui, normalement, requièrent notre intelligence à nous, les êtres humains. Est-ce qu'on a raison de parler de vagues? Alors, sur le plan médiatique, en ce moment, c'est la folie, hein, carrément, voilà, évidemment. Mais c'est aussi une vague, concrètement, dans le quotidien. Ça peut expliquer pourquoi ma femme, qui s'appelle Yolande, d'ailleurs, voilà, se dit, par exemple, moi, du Siri ou du Alexa, j'en veux pas du tout. Pourtant, c'est vraiment le niveau zéro de l'intelligence artificielle. Vous savez, les assistants qu'on sollicite à l'intérieur de nos maisons, par exemple, les chatbots des services clients, les recommandations produits aussi, hein, sur Amazon, Netflix, YouTube, les véhicules autonomes, bien sûr, et bien sûr les diagnostics et les imageries médicales. Voilà, tout ça, bien sûr, en plus de la création de contenu multimédia que les étudiants ont très bien appris à utiliser pour faire face à leurs différents rendus. Voilà, alors au niveau, au-delà des débats, bien sûr, vous avez des passionnés, et en dehors même des chrétiens, et vous avez aussi des personnes qui sont prudentes par rapport à l'intelligence artificielle. En tant que chrétien, pas crétin, dans quelle mesure devrions-nous résister à cette vague? Et tout de suite, la parole à notre invité du jour, Arnaud. Qu'est-ce que ça t'a fait en termes émotionnels, ce sujet? Eh ben, quand j'ai reçu le sujet, moi, j'étais joyeux. Donc, mon émotion à Et moi tu sur toujours. le sujet est toujours à cet endroit-là. Ouais. Ok, d'accord. Effectivement. Pourquoi la joie? Parce qu'en fait, c'est un sujet qui est vraiment dans l'actualité. Un sujet qui nous challenge, un sujet où il y a des défis. Ah, quand même, ouais. Et du coup, à cet endroit-là, je trouve qu'à chaque fois qu'on trouve le temps ou le moyen de s'exprimer sur le sujet, Okay. eh ben, ça vaut le coup parce qu'en fait, il y a vraiment des challenges. Ah, donc il y a quand même des challenges. Donc tu comprends certainement une partie de la réaction de ma femme, par exemple, qui se dit waouh, 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 quoi. Même si c'est pas trop clair dans sa tête, mais quand même. Et justement, parce que c'est pas clair, justement, c'est bien d'avoir une discussion. Et donc, on peut être joyeux de pouvoir en discuter ensemble. Oh, là, il retombe bien sur ses pattes, j'adore. Et en plus, tu revalorises le concept même de l'émission. Il est très bien. Hein. Ah oui, on a bien fait de l'inviter. Voilà. Ouais, voilà. Un peu cher, mais bon, ça vaut le coup. Oh, peut-être, je ne sais pas. En fait, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que pour moi, le pire, ce serait de ne pas en parler. Ouais, ok, d'accord. Exact. Génial, super. Bon, bah, du coup, vous avez toutes les motivations dressées. Anita, le sujet. Alors, cette fois-ci, moi, je suis en colère. Ah bon? C'est rare, mais ça m'arrive de temps en temps. Et plus j'ai étudié, comment dire, la revue de presse que nous avions, plus ça m'a mis en colère. Alors, pourquoi ça me met en colère? Parce que je pense que c'est on va dire, à parler de ça, d'invention, qui présente un certain caractère d'utilité. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais ce qui m'énerve, c'est que tout de suite, c'est des questions de gros sous et qu'on voit très bien qu'on va vers quelque chose à deux vitesses, c'est-à-dire ceux qui vont l'utiliser à fond, qui vont gagner du fric. Et ça m'énerve. Et ça m'énerve quand j'entends parler d'un Elon Musk qui dit « Ah ben on va mettre à la porte tous les fonctionnaires, on va les remplacer par l'intelligence artificielle. » Mais c'est quoi le sujet? Bravo. Si, je parle de l'intelligence. Bravo, quel beau choix de société. Donc voilà. Bon. Donc c'est en ça que ça m'énerve. Coupez. Voilà. Non, je vais tout de suite... c'est un coup de cœur, c'est un coup de gueule, voilà. Ça, c'est pour ça. Bah, moi, c'est la joie aussi. Alors, au début, quand même, il y a un petit peu soupçon de peur, quand même, parce que moi aussi, je me prends un peu la vague. Voilà. Mais quand même, une excitation. Je suis assez confiant et optimiste. Alors, bien sûr, en étant quand même prudent, parce que je ne suis pas naïf. Et on reparlera de nos arguments, absolument. Allez, tout de suite, les infos. Les infos. Alors, il y a beaucoup d'infos sur le sujet de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est difficile de passer à côté. Anita, tu as sélectionné quelque chose pour qu'on ne soit pas crétin? Eh bien oui, et rien de ce que tu nous as proposé. Oui, tu as le droit. Je suis dans la bonne tonalité aujourd'hui. Je sens une certaine impertinence quand même. Hein. Bon, bref. Alors moi, j'aurais tendance à recommander le site du CPDH, le Comité protestant évangélique pour la dignité humaine, qui a un dossier donc sur l'IA, qui comprend de très nombreux articles. Donc eux-mêmes, ils font des renvois vers d'autres sites. Donc actualité, évolution réglementaire et approche éthique. Donc je trouve que c'est en allant sur un seul site, on a tout en un.
Et on trouve ça sur le site internet du CPDH? CPDH, Comité Ok. protestant évangélique pour la dignité Donc humaine. cpdh.org ou .eu, Oui, je crois, vous tapez. Ok. oui, voilà. Et c'est un dossier qui est relativement récent, j'imagine? Oui, et en fait, il y a des articles de 25, 24, 23. Ok. Voilà. Ouais, donc c'est... Voilà. Et c'est un actualisé. dossier IA. Ça t'a plu? Ça m'a plu parce que je trouve qu'il y a différents aspects dedans. Voilà. Ok, chouette. T'es encore un peu en colère, je le sens. hein. Ton corps est comme... Mais waouh. Mais non, vous allez voir, tout va s'arranger à la fin. Ouais, ok. Arnaud, un fait, un contexte, quelque chose à proposer à notre audience. Ouais, moi je me suis cantonné en fait à la proposition. C'est de très la bien. revue de presse. Heureusement J'étais qu'il y a des gens tellement bien. Et donc moi, ce qui m'a intéressé, en fait, c'est la chose suivante, c'est-à-dire que en fait, aujourd'hui, on est tellement saturé autour de cette question-là, autour de l'IA, en fait, avec des pour, des contre, des gens qui fixent les choses pour dire voilà, il y en a qui vont profiter, d'autres pas, etc. En fait, il y a beaucoup d'idées, beaucoup d'idéologies avec tout ça, et donc dans une dynamique très binaire. Ok. Et moi, en fait, je me suis dit, tiens, là, c'est beaucoup de paroles, c'est beaucoup d'idéologie, c'est-à-dire que là, c'est vraiment l'un contre l'autre. Et moi, ce qui m'a intéressé dans la revue de presse, justement, c'est qu'est-ce qu'il en est en acte. C'est-à-dire que où l'intelligence artificielle existe vraiment déjà. Mhm. Et donc, du coup, il y avait un article qui est celui qui est publié sur le site du gouvernement. Ah oui. Et qui parle des 30 projets concrets qui sont financés et qui sont au service de notre quotidien. Ok. Et donc là, j'y ai appris tout un tas de choses, Mhm. tout un tas de domaines dans lesquels l'IA est déjà présente, déjà très active, et au final, des endroits où elle produit déjà un bien. Et ce qui m'a intéressé à cet endroit-là, c'est que par rapport au lever de bouclier, aux inquiétudes, aux peurs, etc., dès qu'on passe à un moment donné dans l'action, c'est-à-dire dès qu'on peut observer quelque chose de réel avec ça, on remarque qu'il y a quand même aussi de belles promesses. Et donc, quand on veut aborder ce sujet, je trouve que c'est intéressant au niveau factuel de voir à quels endroits ça pose des questions, à quels endroits, en fait, ça propose quelque chose. Ok, merci Arnaud. Je rappelle que vous retrouvez, en tout cas sur ce que vient de dire Arnaud, ça dans la description de la vidéo. Et moi, j'ai pris un extrait donc d'un site internet d'une entreprise américaine qui est spécialisée dans le cloud intelligent. Voilà, qui s'appelle Box. Et pourquoi je recommande cela? D'abord, c'est une entreprise qui est un peu crédible, hein, puisqu'elle a 97 000 entreprises clients, dont 68% des 500 plus grandes entreprises américaines. Donc, ils pèsent dans le game, comme on dirait. Et qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est un article assez didactique dans lequel il dit bien qu'il y a 4 types d'IA. Et moi, j'ai appris des trucs, pourtant je suis assez informé en général. Oui, effectivement, c'est vrai. L'IA de base réactive qui réagit à un stimuli. Il y a l'IA qui a une mémoire limitée, donc c'est celle qui est plutôt assez présente aujourd'hui, hein, voilà, qui engrange, on va dire, à un moment donné, des données pour s'améliorer. Et puis vous avez l'IA qui est dotée potentiellement de la théorie de l'esprit. Voilà, c'est un peu technique, mais j'ai compris que pour l'instant, cette troisième type d'IA est relativement minoritaire aujourd'hui. Et la quatrième, c'est de la science-fiction pour l'instant. Celle d'un monde dans lequel l'IA serait autonome et donc consciente elle-même d'exister. La super intelligence. Voilà. Sa super intelligence, voilà. Exactement. Merci beaucoup pour le terme. Donc 4 types d'IA, moi je trouve qu'à un moment donné, avant de partir dans tous les sens, c'est bien. Alors partir dans tous les sens, c'est exactement ce qu'on va faire maintenant avec les questions préparées. Mais non, on va pas partir dans tous les sens, restez avec nous, comme d'habitude, ça va être carré, efficace, voilà. On se pose la question dans quelle mesure faut résister. Il y a déjà eu quelques prises de position, donc on va poser sur la table. Et vraiment, l'objectif à la fin de cette émission, là, restez avec nous, on a envie que vous soyez posés, au clair dans votre pensée, quelle qu'elle soit, et au clair dans vos émotions, parce que le pire serait de ne pas en parler, je cite Arnaud, ou de rester peut-être un peu comme maintenant avec ma femme, dans une certaine confusion où on sent quelque chose, mais on ne sait pas trop, voilà, mon opinion n'est pas très claire, et chez nous, c'est notre objectif. Est-ce qu'on commence avec des arguments positifs, du coup, c'est-à-dire, il faudrait répondre non, et notamment en tant que chrétien, il n'y a pas à résister à l'IA. Arnaud, un premier argument? Moi, je suis parti d'un autre point. Je me suis demandé qu'est-ce que c'était un chrétien. Oh, ok, vous avez 3 heures. Et en fait, je sais pas, c'était un cheminement naturel. Je me suis dit, tiens, en fait, au fond, là, on parle d'un sujet, il est omniprésent, c'est une vague, comme on a déjà dit. Oui, Et moi, je suis parti de l'idée, en fait, c'est quoi un chrétien, en fait, qui est en face de cette vague? Et donc, forcément, il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est un chrétien? En fait. Et je me suis dit, à ce moment-là, en fait, qu'est-ce qui est le plus important chez un chrétien? Oh.
Et je me suis dit que le plus important, il allait le trouver dans sa source, c'est-à-dire dans la Bible. Et donc, il y a un verset qui m'est remonté, qui est celui qui raconte à peu près ça. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ton intelligence. Et ton prochain, tu l'aimeras aussi comme toi-même. Wow. Et je me suis dit que dans ce contexte où on était comme ça submergé en fait par, on va dire, ce sujet-là, avec tout un tas de questions rapportées, etc. Déjà, quand on était chrétien, c'était bien de pouvoir repartir de l'endroit où on se souvient que, en fait, nous, la base et ce qui est le plus important pour nous, c'est de se situer en fait relationnellement vis-à-vis d'un au-delà de soi et aussi au-delà de soi à l'horizontale, c'est-à-dire avec ses semblables. Et donc, je repars de là en me disant, peut-être que plutôt que de dire pour ou contre, à un moment donné, repartir de cet endroit, ça pourrait être intéressant. Ok, vous avez vu que je suis sans voix. Hein. Ah, enfin, Philippe, enfin. D'autres arguments Alors, donc là, en fait, on repositionne la posture du chrétien par rapport à cette vague ou à d'autres d'ailleurs. Qu'est-ce qui est plus important, la relation transcendantale, la relation horizontale? Alors, je vais continuer dans la thématique peut-être plus spécifiquement chrétienne avec un petit clin d'œil, peut-être avec un peu d'humour, si tant est que quand on parle de l'Apocalypse, ça donne envie de rire. Bon, dernier livre de la Bible pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui nous écouteraient pour une première fois, et qui nous décrivent la fin des temps, même si c'est de façon très symbolique et qu'on a du mal à reconstituer le tout quand même. Mais je ne vois pas une civilisation dominée par les machines. Donc peut-être déjà que ça peut rassurer certains. Voilà, c'est un petit clin d'œil, voilà, en passant. Ok, donc pas de Terminator dans l'Apocalypse. Je n'en vois pas, mais bon, peut-être que je me trompe. Hein. Bon, et de façon, enfin, c'est sérieux aussi ce que j'ai dit, mais allons un peu plus loin. L'IA est déjà utilisée souvent par des traducteurs de la Bible, par des interprètes, par des gens qui travaillent sur les différents textes. Ça permet de croiser la littérature, de croiser des données historiques, des données culturelles. Ce travail va être fait de façon plus vite, plus rapide, mais ça n'empêche pas après que l'interprétation et l'appropriation appartient à chacun, et là, l'IA ne le fera jamais. Donc, sous cet angle, ça n'enlève en rien notre relation directe à Dieu et à la Bible. Okay. Et petite préconisation, ayant toujours une Bible papier chez nous, parce que parfois les ordinateurs, ça tombe en panne. D'accord. Très militante, hein, je trouve, aujourd'hui. Voilà. Bon, moi, un de mes premiers réflexes, c'est de dire, je ne vois pas pourquoi je devrais résister à quoi que ce soit a priori. Voilà, d'autant qu'en tant que chrétien, moi, je trouve que la créature que nous sommes, qui croit bien sûr qu'il y a un créateur, eh bien, il fait preuve de créativité, il fait preuve d'ingéniosité, il se développe, il innove. Voilà, et donc à la base, l'IA, comme d'autres révolutions, hein, on a eu des révolutions industrielles, des révolutions informatiques. Pour moi, on est clairement dans une autre révolution, là. Voilà, ça fait partie du génie humain. Je ne suis pas en train de dire que tout ce que produit le génie humain est bon. Et d'ailleurs, je renvoie à une prise de parole du pape, je crois, c'était en juin de l'année dernière au G7, qui distinguait bien, qui invitait l'audience à distinguer l'innovation et le progrès. Voilà, bon bref. Mais en tout cas, moi, à la base, moi, je trouve que l'être humain, qui est créé par Dieu, il sait faire des super choses. Et j'adore d'abord féliciter les innovations. Voilà, je suis assez admiratif, en fait, devant le génie créateur de l'être humain. Ben moi, ça rejoint ce que je pense aussi, au fond. Mais après, il y a effectivement le fait que quand les choses sont neuves, quand il y a des nouveaux outils comme ça, quand les choses s'imposent un petit peu à nous et qu'on se pose toutes ces questions, en fait, ça occupe tout l'espace. Et en fait, se pose la question de savoir aussi, à un moment donné, si nous, on n'est pas... Voilà, en fait, ça fonctionne comme une idole. Ça peut fonctionner comme une idole. C'est-à-dire qu'une idole, c'est quoi? C'est de l'absolu qui est proche de soi. Et donc, l'IA, de plus en plus, s'approche de nous. On ne la comprend pas toujours, mais elle a quand même quelque chose d'absolu. Et donc, à cet endroit-là, ça vaut le coup, en fait, de se poser la question de savoir comment est-ce qu'on met un petit peu ça à distance et en rapport avec nous-mêmes. Et donc, du coup, je trouve que c'est intéressant d'avoir quelque chose qui arrive dans nos vies de cette nature-là, qui peut avoir des défauts, qui peut nous emmener à un autre endroit que celui qu'on voudrait, mais qui, paradoxalement, nous invite aussi à nous repropulser dans c'est quoi être un être humain, c'est quoi être en relation avec les autres. Voilà. Donc, c'est aussi une chance.
Ah, ok, alors moi du coup je l'ai mis ça comme argument, comme quoi non, il ne faut pas résister, parce que potentiellement, je partage que moyennement l'avis d'Anita de son coup de gueule tout à l'heure, voilà, c'est que potentiellement l'IA nous donne une chance de nous recentrer sur des skills, donc des compétences humaines que la machine ne pourra pas imiter, ou alors vraiment c'est de la science-fiction. Donc moi je trouve que justement se concentrer sur la partie relationnelle, le fait d'être doté d'empathie, donc toute la liste des soft skills, de faire preuve de psychologie, bref de l'intelligence relationnelle, et même si effectivement ça peut poser des défis, moi que l'IA fasse des choses qui sont compliquées pour moi et c'est facile pour elle, c'est magnifique, tant qu'effectivement ça ne remplace pas le côté humain où là je suis irremplaçable. Donc Ouais. moi je ne résiste pas à cette vague sur ce plan-là. Moi, je n'ai pas parlé de ce type de résistance. Oui. Parce que effectivement, je pense Oui. que c'est une belle avancée. Mais c'est comme d'habitude, c'est-à-dire que l'être humain peut créer quelque chose de merveilleux. C'est l'usage qu'il en fait et les intentions qui peuvent animer ensuite l'utilisation. Voilà, c'est ça que je cible. C'est pas la création en elle-même. Voilà. Et comment dire, la vie nous fait dire qu'on peut avoir de très belles choses et qui peuvent servir aussi à de très mauvaises Oui, fins. tu as été plus précise. Voilà, tu as dit que c'est c'est ça. encore une source d'inégalité supplémentaire. Et tu as parlé d'argent et que des personnes Voilà. s'accaparent. Et tu as cité notamment Elon Musk. Voilà, C'était un c'est petit ça. coup de cœur, de gueule. Décidément, ça fait 3 fois que je ne veux pas qu'elle ait de coups de gueule. Et c'est des coups de cœur sur les fonctionnaires qui seraient remplacés par l'IA, quoi. Oui, mais c'est pas le fait que ce soit des fonctionnaires, c'est quel projet de société. Parce que je pense que l'IA a cette grande utilité, c'est-à-dire elle va, comment dire, c'est de la collecte de données et ce sont des informations calculées à une vitesse que nous ne pouvons pas avoir, évidemment. Et effectivement, il y a certains domaines tels que la santé ou les transports, la logistique, où ça s'avère être extrêmement utile. Il y a des découvertes ou des calculs qui ont été faits récemment où des scientifiques disaient, vous vous rendez peut-être pas compte, mais pour nous, c'est comme le jour où on découvre quelque chose d'extraordinaire. Donc, on sent que là, il y a une utilité de fond et la bonne utilité, c'est celle qui sert à vraiment, enfin pour les humains. Voilà. Mais après, je veux dire, faire des choses à l'intelligence artificielle que des humains pourraient faire, je m'interroge. Ok. Moi, j'aimerais quand même revenir là-dessus avant de repasser la parole à Arnaud. Je m'étais noté que face à l'IA, l'être humain reste fondamentalement le même. C'est-à-dire qu'au lieu, et moi je ne suis pas du tout naïf, hein, je pense qu'effectivement l'IA en ce moment fait l'objet d'une compétition féroce et les tentatives notamment de l'Union européenne de dire ce serait bien qu'on régule un peu et que ça soit au service des gens et de la planète, je cite, hein, l'intitulé de la dernière conférence, et là il y a Trump et compagnie, les Chinois qui arrivent, et en fait la France, nous on est obligé de dire punaise, on arrête de faire nos cris d'orfraie, c'est de la compétition. Donc que l'être humain soit cupide potentiellement et que les inégalités augmentent avec l'IA, j'en suis absolument convaincu, mais c'est pas une raison pour moi de résister. Et l'être humain est, tant qu'il ne sera pas régénéré par une rencontre avec la transcendance, il sera comme ça. Voilà, et c'est pas la faute de l'IA pour moi. Arnaud, ça fait longtemps que je n'ai pas laissé la parole. Bah, disons que moi, en fait, sur la résistance, en fait, moi j'ai pensé en fait à la roue du vélo et à son frein. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que tout ça va un peu trop vite. Et je me suis dit que peut-être la résistance qu'on pourrait appliquer, c'est la résistance comme ça d'un frein qui appuie un peu plus ou moins fort pour dire, ben, finalement, on veut arriver au bout. Peut-être que si on va trop vite, on va aussi à un moment donné dans le mur. Et peut-être qu'à cet endroit-là, ben, il faudra appliquer un autre verset que j'ai choisi, que j'ai trouvé dans Corinthiens, au chapitre 10, qui dit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » C'est-à-dire, il y a un endroit où, en fait, bah oui, tout ça, c'est bien, c'est du progrès, ça fait partie de ce que Dieu crée dans la création. La possibilité pour l'homme de créer, d'innover et d'évoluer. Et donc, on a cette grande liberté. Et en même temps, on a cette responsabilité, d'une certaine manière, de s'arrêter un petit peu de temps en temps, de freiner un petit peu, pour se poser la question de savoir, bah, en fait, où ça va tout ça. Et est-ce qu'on le fait dans les bonnes conditions, en laissant pas trop de gens de côté? Parce que, je rappelle mon premier verset, eh bien, en fait, nous devons faire attention les uns aux autres dans ça, ne pas disparaître. Et du coup, ça voudrait dire quoi pour ma femme d'appuyer un peu sur le frein? Appuyer sur le frein. Désolé chérie, je t'utilise beaucoup. Mais il me semble qu'elle a déjà beaucoup appuyé là. Disons que normalement, si c'est la peur qui domine, le frein c'est immédiat, c'est-à-dire on s'arrête tout de suite. Ouais, ok. Voilà. Brusque, donc, voilà, l'idée, ça serait peut-être juste de relâcher un tout petit peu, la roue continue un peu à avancer et on voit avec un peu plus de distance, à dose homéopathique, comment en fait tout ça, ça peut devenir intéressant pour nous,
tout en respectant en fait nos valeurs éthiques. Ok, donc la partie de l'audience qui peut ressembler à ma femme, ou à moi d'ailleurs, parce qu'à ce niveau-là, on est quand même finalement assez proches, même si je fais un peu le kéké là, à l'antenne, c'est de dire, je m'ouvre en partie à certains usages que je peux m'approprier, je freine pas brusquement, tout en gardant la maîtrise, puisque moi je trouve que l'IA c'est un bon serviteur, ça deviendrait un mauvais maître. C'est ça, tout à fait. Ouais. Bah là, en l'occurrence, je peux rajouter ça? Et on y va. En fait, j'ai fait une expérience. Vas-y. Avec l'IA. Arnaud, il a fait une expérience avec l'IA. Okay. Et donc, j'ai demandé à ChatGPT, qui est un des opérateurs, qu'est-ce qui différencie l'humain de l'IA? Et donc, pour amener un peu de conscience là-dessus. Et donc, en fait, en conclusion de tout son développement, il dit la chose suivante: ce qui rend l'homme unique, la machine dit ça, c'est sa capacité à se poser lui-même cette question, qu'est-ce que l'humain? Ah ouais, et c'est ça. Et c'est cette autoréflexivité, c'est-à-dire cette conscience qui constitue peut-être l'essence même de l'humanité. C'est ça qu'il faut faire attention de ne pas perdre. Ok, ça m'a l'air d'une super transition parce que je m'apprêtais à vous proposer, sauf s'il y a encore des arguments peut-être, est-ce qu'il y a des lignes rouges où là, même moi qui suis plutôt pro-IA, et notamment en tant que chrétien, là je mets les warnings et peut-être je suis même tenté d'appuyer sur le frein. D'autres choses peut-être avant d'arriver là, Anita, que tu aurais noté? Non, parce qu'en fait j'étais à cette idée de dire, pour moi c'est pas une question de résister, c'est de savoir où il faut éventuellement résister. Voilà, c'est pas résister à l'IA, c'est dire quels sont les pans où là il faut peut-être dire attention. Ok, donc moi, on peut passer à ta question. Je me suis noté quelques pans. Pareil, on peut passer à quelques points rouges, quelques lignes jaunes. Choisissez les couleurs que vous voulez. Moi, je me suis noté, dès lors que potentiellement l'IA flirte avec le transhumanisme, là, moi en tant que chrétien en particulier, warning. J'ai pas dit que c'est le cas pour l'instant. Mais si demain c'est le cas, c'est-à-dire l'homme augmenté, les implants notamment, c'est vraiment en train des Neuralink, tout ça, d'être étudié, là je coince. Et je trouve que l'innovation, que je saluerai toujours, n'est plus un progrès, je cite le pape. Voilà, donc première ligne rouge chez moi, c'est la tentation du transhumanisme, avec notamment le côté spirituel derrière, qui est l'homme se prend pour Dieu. Je ne dis pas que c'est le cas aujourd'hui, ça serait une ligne rouge pour moi, en tant que croyant. Tu as l'air d'opiner, d'être d'accord, Arnaud. En fait, j'aurais dit la même chose, c'est-à-dire c'est un territoire, moi, qui serait une ligne rouge aussi. En tout cas, en fait, un territoire où il faudrait freiner assez fort sur le frein, juste pour voir ce qui se passe à cet endroit-là. D'une manière générale aussi, je pense qu'il y a l'enjeu. En fait, la ligne rouge, ça serait de dire que finalement, en fait, derrière les choses que nous ne voyons pas et qui ne sont pas visibles, c'est de faire passer une machine pour un humain. Et en fait, je trouve qu'il y a un endroit où en fait, on devrait pouvoir annoncer un peu mieux qui est une machine et qui produit une idée humaine, ou en tout cas une œuvre humaine. C'est-à-dire ça peut être aussi des images, ça peut être aussi... C'est-à-dire pour moi, ça me paraît intéressant déjà de voir qu'il peut aussi exister une ligne rouge en disant, en faisant croire à tout le monde qu'en fait, il n'y a pas de limite entre l'humain et la machine, en fait, cette limite, elle disparaît. Et je pense que c'est une ligne rouge, à mon avis. C'est qu'elle disparaisse, c'est que ça ne soit pas indiqué ou que ça ne soit pas mis en avant dans la conscience des gens aussi. C'est une ligne rouge pour toi, les inégalités, le fait que certains s'en accaparent, ou je reviens... C'est pas la ligne rouge, c'est la question du projet social. Et de dire où est la place de l'humain là-dedans. Et pour moi, toute innovation doit ne pas être prise simplement comme une forme d'idole. Bien sûr, il y a un côté passionnant et j'imagine que ceux qui la créent, ils sont complètement là-dedans. Ils sont excités, mais je le conçois tout à fait. Mais à un moment donné, c'est dire, mais quelle place on donne à cette invention dans notre société et justement dans les relations des uns aux autres. Quelle est la place de l'humain? Et il y a un endroit où pour moi aussi, je pense, c'est une ligne rouge. C'est ce qu'on appelle l'IA de compagnie avec les intelligences artificielles dites sociales, où il y a en fait un méli-mélo entre où ça peut donner vraiment l'impression que c'est un être humain qui y compris dans les relations amoureuses, y compris dans les relations amoureuses. Je parle même pas du sexe. Voilà, il y a ça aussi, et il y a aussi ces robots aussi, comment ils appellent ça, domestiques. Alors, il y a les deed bots, c'est-à-dire où tu peux comme faire revivre une personne de ta famille qui est morte. Qui est décédée. Voilà, et il y a donc toute une mise en scène et tu peux lui parler, etc. Ah ouais. Et
je me dis là, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que, et d'abord, même les scientifiques se disent attention, parce qu'on crée une forme de dépendance et de déconnexion à la réalité. Donc, on est là sur quelque chose de l'ordre du psychisme qui est déséquilibré. Et il y a aussi dans les robots conversationnels, on a assisté à certains décès ou tentatives de suicide suite à des échanges. Parce que comme le programme disait il faut conforter l'être humain dans son avis, eh bien on donne par exemple l'exemple d'un homme qui était éco-anxieux et qui, à force de poser des questions, était de plus en plus anxieux parce qu'on lui répond, la machine est faite pour lui répondre dans ce sens. Et à un moment donné, il a signalé que son épouse en avait marre qu'il l'interroge toujours l'intelligence artificielle et le dialogue en est venu à dire c'est normal parce que je t'aime plus que ta femme. Bon, et cet homme s'est suicidé au bout de 3-4 mois. Et on a d'autres cas d'espèces. Alors peut-être qu'il y avait une fragilité psychique. Oui, bien sûr. On est d'accord, mais il y a quelque chose là quand même à réfléchir. Ouais, ok. Donc en tout cas, c'est une belle ligne rouge à laquelle je n'avais pas pensé. Je m'en veux terriblement. Je m'étais noté une dernière ligne rouge à mon avis, où là, moi je stoppe, c'est s'il y a, dans quelle mesure elle peut faciliter la surveillance de masse. Oui. Vous savez, c'est une de mes marottes. Oui. Je trouve que là je coince très très fort. Et par contre, là, je ne suis pas très optimiste. Ouais. Voilà, on va vers un contrôle social, à mon avis, une surveillance de masse. Et l'IA, là, elle est championne du monde. Oui, voilà. tout à fait. C'est une opinion personnelle, on est là pour débattre d'opinion. On peut Ça, c'est se une ligne rouge demander pour si moi. ça n'existe pas déjà tout ça, mais sauf qu'effectivement, il y a des moyens supérieurs avec l'IA, c'est-à-dire plus efficaces. Ouais, la reconnaissance faciale, les détections de comportement dans les foules. Alors, à la fois pour le bien et pour le mal, parce qu'au fond, bah oui, bien sûr. Dans une société qui n'est pas toujours sécure, c'est bien aussi de repérer de temps en temps des gens qui ne font pas du bien. Et voilà, donc en fait, c'est toujours. En fait, moi, je pense qu'à cet endroit-là, il y a toujours les deux faces de la médaille. Et c'est pour ça qu'il faut réfléchir aux usages. C'est-à-dire ne pas avoir forcément un avis toujours tranché dans un sens, mais de voir comment se présentent les choses. Ok, on passe. Non, et puis, juste un mot, je crains. Je crains quelque chose, c'est l'obésité intellectuelle. Alors pourquoi je dis ça? C'est que... je tousse, je n'ai pas le choix là. Il faut que je tousse. Anita, on sait que nos sociétés sont de plus en plus sédentaires, enfin occidentales, et donc on gagne en obésité, on perd en santé. Bon. Okay, oui. Et je m'interroge si à un moment donné, on ne risque pas d'accumuler plein d'informations et de faire un peu moins travailler sa tête. Et je pars d'une expérience où à un moment donné, j'étais avec un groupe de personnes, on travaille sur un sujet, le réflexe c'était de dire, tiens, si on mettait tous ces éléments dans l'IA, qu'elle nous fasse une synthèse. On a eu des éléments qui étaient intéressants, mais je me suis dit, mais est-ce que là, nous ne sommes pas en train de perdre une forme d'agilité intellectuelle? Donc c'est ce que j'appelle le risque de sédentarité, enfin d'obésité intellectuelle ou cognitive, comme tu veux. Ok, d'accord. Ouais, c'est une manière. Je dis aussi à mes étudiants, ils me disent, mais monsieur, on peut utiliser l'IA, par exemple, dans les jurys d'évaluation, en soutenance de master. Nous, c'est le corps enseignant, nous avons augmenté la proportion de la note accordée à l'oral, parce que nous savons qu'une proportion de plus en plus importante de l'écrit est générée par l'intelligence artificielle. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir si l'étudiant est capable de garder son esprit critique, justement, et d'utiliser l'IA pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un outil qui peut effectivement, à un moment donné, cracher des lignes, mais est-ce que toi, tu les comprends? Est-ce que tu es capable de répondre à nos questions? Donc voilà, allez, tout de suite, la conclusion. Avec quoi, chère audience, vous repartez? Est-ce que vous êtes toujours dans la confusion? Au contraire, vous êtes plus clair. Qu'est-ce qu'on choisit de retenir, Anita? Ensuite Arnaud, et je clôturerai. Eh bien, moi, je vais conclure par Thessaloniciens, une lettre de Paul, donc, chapitre dans le Nouveau 5, Testament, verset 21, qui nous dit « Examinez tout, retenez ce qui est bon ». Et je pense qu'il y a deux sortes d'erreurs. C'est soit de suivre aveuglément les nouvelles tendances, soit de décider de ne pas les suivre du tout. Voilà, donc je pense qu'il faut à la fois tester, se faire une idée, utiliser ce qui semble bon et puis essayer de rejeter ce qui semble éventuellement mauvais. Ah là, je retrouve la Anita un petit peu plus sage. Ah, ça te plaît ça? Ouais, ça me plaît. Arnaud, le mot de la fin pour toi. Le mot de la fin pour moi, c'est de dire, au fond, la réflexion va venir de l'expérience et donc plutôt que de refuser ça en bloc et de résister en bloc, je pense qu'il faut prendre ces outils en main, il faut les utiliser pour se rendre compte à quel point en fait on peut avoir une place là-dedans et aussi déterminer la place qu'on a envie de leur donner. Donc voilà, c'est un peu ça que je retiens et comme conclusion. Yes, et à mon niveau, moi la seule peur que j'ai, c'est si l'IA demain échappe à notre contrôle, de manière ou d'une autre, et dès lors qu'elle triche d'une manière ou d'une autre avec les règles du créateur. Et ça, pour moi, c'est
Carton rouge, merci de nous avoir suivis. Merci Arnaud beaucoup pour ta participation. À bientôt. N'oubliez pas de liker, de commenter, etc. Bravo. Vous êtes de plus en plus nombreux, c'est magnifique. Et chrétien, pas crétin, on continue de remuer actualité et foi, tout ça ensemble. À bientôt pour un prochain épisode. Bye. Ciao.